Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission de d'office. On voit pas. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveau sur ce plateau Augustin. Et oui, ça fait longtemps, ça fait au moins 3 émissions que j'étais pas là. Tu veux que je te dise combien d'émissions t'as loupé? Beaucoup trop cette saison, j'ai l'impression. Beaucoup trop, je vais avoir un mauvais point dans mon carnet de liaison. Merci à vous d'être là. Salut Jonas, merci d'être là, même si t'es pas là physiquement dans le chat, ça fait toujours super plaisir. Bienvenue à ceux qui nous suivent depuis le début, parce qu'on a quand même des gens qui nous suivent depuis plus d'un an et demi maintenant, et ça fait super plaisir. Bienvenue aussi, salut Mabouri, merci d'être là. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois. Ah ouais, bienvenue à vous, bienvenue dans d'Office. Et pour ceux qui éventuellement seraient là pour la première fois, d'Office, c'est une émission d'actualité belge qui a lieu tous les 15 jours. Et là, pour les élections, qui ont lieu d'ailleurs dans pile un mois, on a voulu faire un focus avec chaque parti, inviter chaque parti, nous parler de leur programme, discuter avec eux. Et là, on en est déjà à notre 5e émission, on s'approche de... Salut Kirby's. On s'approche de la fin de la série. On a déjà accueilli les engagés, le PTB, le MR, le PS. Et ce soir, on accueille Défi. Et on va proposer d'accueillir nos invités sur le plateau. Ça te va ? Bien sûr, ah oui, très bien. Bonsoir. 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 Ce soir, nous avons donc le plaisir d'accueillir Alexandra Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Et Bernard Kerfaï. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, j'arrive pas à lire. Merci Aline de demander ça. Et on accueille, alors Augustin, je te laisse lire le pseudo en bleu que je n'arrive absolument pas à lire d'ici. Anonyme 88. Et bienvenue Anonyme 88, bienvenue sur cette émission. Alors pour commencer, je m'occupe pas forcément des présentations, je vais vous présenter en 2 mots et je vous laisserai chacun à votre tour vous présenter, m'expliquer ce qui vous a poussé à vous impliquer en politique et pourquoi vous avez choisi Défi. Alors, je vais commencer par toi, Alexandra. Donc, Alexandra Philippe, tu es la chef du groupe Défi à Ixelles, si je ne me trompe pas, dans l'opposition. Et tu es 8e sur la liste régionale pour Bruxelles. Mm-hmm. Et Bernard, tu es ministre bruxellois de l'emploi. Je vais devoir lire parce que sinon ça ne va pas le faire. Emploi, formation professionnelle, bien-être animal, transition numérique et pouvoirs locaux. Ça va? J'ai rien oublié. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ah oui? C'est pas grave. Allocation familiale. Ah oui, d'accord. Tutelle sur les communes, bref. Je pense que la page Wikipédia n'est pas complète alors. C'est très compliqué, c'est très varié. Concentrons-nous sur... Ça va. Et toi, tu es donc tête de liste au régional à Bruxelles. Oui. Alexandra, je te laisse te présenter? Bah oui, très bien. T'as plus ou moins tout dit. Maintenant, pourquoi je me suis engagée, peut-être moi, c'était il y a 7 ans. J'ai rejoint Défi et en gros, c'était pendant les scandales Publi-Fin, etc. Et là, je me suis dit, c'est plus possible de rester dans mon canapé en train de râler et dire tous pourris. Et donc, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais me lancer. Et j'ai rejoint Défi parce que c'était ce qui représentait le plus mes valeurs. En fait... ce pragmatisme, ne pas être tout le temps dans le slogan, en fait, et essayer de trouver des choses, des réponses vraies à des thématiques. Et on sait très bien qu'on doit toujours être en coalition ici en Belgique, et c'est vraiment arrivé avec quelque chose de constructif, de nuancé, et ça me plaisait. Et puis aussi, à l'époque, il n'y avait pas trop à choisir. Tout le monde était sali dans des affaires pas très nettes, sauf nous. Donc voilà, ça c'était le but. Voilà. Merci. Moi, j'ai 62 ans, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix, parce que mon papa faisait de la politique. Et donc, très jeune, je distribuais les tracts, votais mon papa, je collais des affiches. J'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune. Et puis, adolescent, j'ai fait un peu de résistance à tout ça. Je ne voulais plus faire ça. J'étais à l'université. J'ai commencé une carrière d'assistant, de maître de conférence. Et puis, un jour, je suis arrivé à habiter à Schaerbeek. Et là, on est venu me chercher. On me disait, le fils du président du parti, ce serait sympa. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, cette commune est mal gérée. Et donner un peu de mon temps, une soirée par semaine ou 2 soirées par mois pour améliorer la gestion de la commune. Pourquoi pas, voilà, c'était mon petit côté un peu engagement social. Et voilà, je me suis mis à militer activement au FDF à l'époque. Et puis, je suis devenu conseiller communal, et puis je suis devenu échevin, et puis je suis devenu bourgmestre, et puis je suis devenu député, et puis voilà, j'ai arrêté ma carrière académique, c'est mon grand drame, mais j'ai fait une très belle carrière politique, et je suis encore là, plein d'énergie, plein d'envie pour continuer les belles choses que l'on fait. On salue Chloé qui nous a rejoint dans le chat. Salut à toi, ça nous fait super plaisir de te voir ici ce soir. Alors avant d'aborder le programme un peu plus dans le détail, est-ce que chacun
Donc vous êtes tous les deux, je le répète, on ne sait jamais s'il y a des gens qui arrivent entre deux, sur la liste régionale à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une proposition en particulier à la région qui vous tient plus à cœur qu'une autre chacun, qui pourrait vous représenter voilà. Moi, ça va être plutôt... j'en ai plein. Mais effectivement, si tu devais en choisir, j'en ai plein. Mais c'est vrai que tout ce qui est la place des femmes, tant dans l'espace public qu'en démocratie ou dans les partis politiques, etc., ça va être très important pour moi. Oui, voilà. Et aussi tout ce qui est peut-être jeunesse, accessibilité des partis politiques, du Parlement bruxellois, peut-être un peu plus de jeunes, avec une collaboration évidemment avec les plus expérimentés. Tout ça, c'est des domaines très importants pour moi. Alors moi, je suis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donc je vais répondre un peu dans mon cadre. On parle beaucoup à Bruxelles de crise sociale sur beaucoup de sujets. À la fois, il y a des gens qui dorment dans la rue, à la fois, il y a un taux de chômage trop élevé, à la fois, il y a des mamans solo qui ne savent pas payer leur logement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la crise sociale. Eh bien, la crise sociale à Bruxelles, elle résulte surtout du fait que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un emploi, et un emploi qui est bien rémunéré. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une obligation de formation pour tous les chercheurs d'emploi, qu'on puisse les accompagner mieux et aider chacun à avoir une chance de trouver un emploi qui lui plaît, avec lequel on peut mener sa vie et mener ses choix dans la vie, en ne dépendant pas d'aide, ou c'est parfois nécessaire évidemment, mais qu'on puisse donc mener sa vie en déployant ses compétences, son talent dans quelque chose. Et pour ça, pour tous les chercheurs d'emploi, une obligation de formation, parce que tout le monde a des compétences, il faut pouvoir les présenter sur le marché de l'emploi pour trouver de l'emploi. Je m'en soucie de prendre une toute petite relance, comme ça on peut attaquer directement avec l'emploi. C'est la formation, c'est tout de suite ou c'est après un an, après Alors, il y a à la fois des partis qui ne souhaitent pas beaucoup qu'on active les chômeurs, comme on dit, et puis il y a des partis qui disent qu'il faudrait les exclure du chômage au bout de 2 ans. Alors ça, c'est très méchant. C'est un discours très méchant pour les chômeurs, parce que quelqu'un qui perd ses allocations de chômage et qui se trouve dans la misère, il n'est pas plus activé, il n'a pas plus envie de le faire. Moi, ce que je dis, c'est, au bout d'1 an de recherche d'emploi, une obligation de formation. Mais une obligation de formation dans ce qui vous plaît. Ce n'est pas la peine de vous dire, allez faire un métier en pénurie, par exemple chauffeur de poids lourd, métier en pénurie, ou former 4 mois chauffeur de poids lourd. Pourquoi former quelqu'un un chauffeur de poids lourd si il commence à travailler là-dedans et qu'il n'a pas envie de faire ça? Il fera autre chose. Si vous voulez être photographe, si vous voulez être journaliste, si vous voulez être infirmier, il y a des formations dans tous les métiers possibles, imaginables. Des formations gratuites, on peut accompagner les gens, on peut reprendre des études en conservant son allocation de chômage. Donc formez-vous dans ce qui vous plaît. Et comme ça, vous n'aurez jamais le sentiment de travailler, vous ferez quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous permette de continuer tout au long de votre vie et peut-être vous réorienter si vous avez envie. La formation, si on veut vivre dans une société où chacun est heureux, mais une société qui a un bon niveau de pouvoir d'achat, comme nous avons en Belgique par rapport au reste du monde, nous devons être cette société de la connaissance qui déploie les talents et les compétences des gens, puisque les métiers vont être constamment de plus en plus exigeants. Donc vous êtes au début de votre carrière, mais vous devrez continuer à apprendre des compétences pour pouvoir continuer dans votre emploi. Donc tout le monde doit avoir cette chance de se former et de trouver un emploi qui lui plaît. Après, les partis qui veulent limiter les allocations de chômage à 2 ans, c'est aussi sous condition de refuser un emploi, je ne sais plus le mot qu'ils ont... Non, c'était pas en pénurie. Convenable, c'était ça. Et il y avait des formations aussi dans leur proposition. Mais très bien, mais donc toutes les études ont montré que si on vous exclut du chômage et vous retombez sur le CPS, en fait vous gagnez 50 ou 100 euros de moins par mois, ça ne vous active pas. Toutes les études montrent que ça ne marche pas. Vous êtes plus malheureux qu'auparavant. Du coup, il faudrait combien comme fossé ou comme écart entre le salaire et les assurances? Alors, on parle de 500 voilà, il y a un grand débat maintenant. Euros. Tous les partis politiques disent qu'ils veulent tous, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas fait, mais qu'ils veulent une réforme fiscale pour que ce qu'on gagne en net dans les bas et les moyens salaires soit au moins 300, 400, 500 euros plus élevé que l'allocation de chômage que l'on peut avoir. Il faut qu'il y ait clairement un écart, sinon très franchement, quand vous payez votre abonnement de train ou de bus, quand vous levez le matin, quand vous devez faire vos tartines, etc., vous n'avez pas l'intérêt à aller travailler. Vous préférez peut-être refuser un emploi qui est loin de chez vous. Donc il faut qu'il y ait une vraie différence nette, et nous, dans la réforme fiscale que nous proposons un minimum de 300 euros, ou 400 euros d'écart entre le net, les bas salaires et l'allocation de chômage. Alors, on va continuer sur l'emploi. C'était pas forcément prévu, non, mais allez, on improvise.
Le taux d'emploi, selon StatBel, on va parler des chiffres de StatBel aujourd'hui. En Belgique, en 2023, il était de 72,1%. À Bruxelles, il était de 66,5%. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on arrive à peu près à 80% de taux d'emploi. D'ailleurs, on a vérifié les chiffres du Bureau fédéral du plan tout à l'heure. Et en suivant la courbe de défi, le taux d'emploi arriverait à 75,2% d'ici 2029. Alors la question, c'est quelles mesures propose Défi ? Alors la formation, on l'a bien compris, mais pour tendre vers ces 80%. Je viens déjà d'en annoncer deux. Donc il faut d'abord que aller travailler soit plus intéressant pour une série de personnes qui pour l'instant sont un peu piégées par les allocations parce que aller travailler ne rapporte pas assez. Donc il faut cette réforme fiscale qui fait que ce soit plus intéressant d'aller travailler. Il faut améliorer la formation, mais à tous les niveaux. La formation, d'abord, c'est que l'école soit plus chouette, qu'on ait plus de plaisir à apprendre à l'école, qu'il y ait moins de jeunes qui quittent l'école un peu trop vite et fâchés avec l'école, fâchés avec l'idée d'apprendre, que les formations professionnelles qu'on donne pour les chercheurs d'emploi soient plus adaptées au métier. C'est pour ça qu'à Bruxelles, nous développons des formations professionnelles avec les employeurs, qui soient directement orientées métier, et nous vérifions que les formations gratuites proposées aux chercheurs d'emploi ont un taux d'insertion dans l'emploi le plus élevé possible. Il y a environ de 70, 75, 80% dans les meilleurs programmes que nous faisons. Donc c'est valorisant de s'inscrire dans une formation où on sait qu'on a presque toutes les chances de trouver un emploi. Donc voilà, typiquement, genre de mesures que l'on propose. J'ai toute une série de batteries de mesures pour améliorer les formations à Bruxelles. Voilà. On a une question intéressante qui vient d'arriver sur le chat. Bonjour, on parle beaucoup de chômage, mais aujourd'hui, on a 2 fois plus de malades longue durée que de chômeurs. Comment Défi souhaite améliorer le bien-être au travail ? C'est une très bonne question. Donc, c'est quelqu'un qui suit vraiment bien l'actualité. Non, c'est vrai, on en parle depuis un an en Belgique. On s'est rendu compte que le nombre de personnes en maladie et invalidité a fortement augmenté ces derniers temps. À la fois, ça signale quelque chose sur le contexte du travail. Donc, le débat sur le bien-être au travail est un débat important qui relève de la concertation sociale. Et c'est entreprise par entreprise. Et c'est les syndicats qui doivent créer les négociations avec le patronat pour dire comment se fait-il que dans de telles boîtes, il y a tellement de gens, soit qui ont eu un accident de travail, alors c'est les conditions de travail qui doivent être améliorées, soit qui sont en burn-out, qu'est-ce qu'il y a comme stress, qu'est-ce qu'il y a comme dans l'entreprise pour améliorer les conditions de travail. Donc ça relève vraiment de la concertation syndicale, concertation sociale, syndicat, patronat, et il faudrait qu'elle soit plus forte pour améliorer les conditions de travail en général. Un des problèmes, c'est l'augmentation d'une maladie qu'on appelle le burn-out. Et le Covid a un peu bouleversé notre rapport au travail. Et donc, dans beaucoup d'endroits, une série de gens ont perdu le sens du travail. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. De plus en plus de jeunes, mais de moins jeunes aussi, s'interrogent sur « moi, je fais un boulot un peu répétitif pour une boîte qui fait du profit. Est-ce que c'est bien ma place dans la vie ?» À chacun de faire ce choix-là, de se réorienter. Et il y a un vrai débat aussi du côté d'un employeur, d'une entreprise, qui doit s'interroger comment se fait-il que j'ai un taux d'employés en maladie plus élevé que la moyenne. Qu'on ait un taux de 4, 5, 6%, c'est un taux assez normal, mais quand des boîtes ont 8, 9, 10, 12%, elles doivent s'interroger sur comment améliorer le contexte au travail. C'est une exigence aujourd'hui des gens. Donc il faut que la concertation sociale travaille mieux sur cette question-là. Et pour revenir sur la question directement, il y a un accord qui a été scellé entre les 3 régions et le gouvernement fédéral et le ministère de la Santé pour accompagner les personnes qui sont en maladie-invalidité. Actuellement, le système il est un peu binaire. Un médecin vous dit « plus capable de travailler, ok, on vous met sur le côté, vous avez une allocation, vous restez chez vous ». Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus, un accident de travail, plus compétent pour, je ne sais pas, vous êtes maçon, porter des sacs lourds ou vous êtes en burn-out par rapport à tel emploi, que vous n'êtes pas capable de refaire autre chose. Peut-être qu'on peut vous réorienter vers un autre emploi qui convient soit à vos capacités qui ont été réduites par un accident, soit à vos envies, parce que vous n'êtes plus envie de faire ce cadre dans une boîte où il n'y a pas de sens. Il y a peut-être du sens à faire autre chose, et vous voulez être photographe ou fleuriste, mais formez-vous pour être photographe. Et dans ce cas-là, la formation revient... Et on revient à la formation gratuite pour réorienter les gens vers quelque chose qui leur plaît. Mais justement, là, c'est en fonction, avec la formation, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, une fois que... les emplois les plus attrayants ou les formations les plus attrayantes sont remplies ou atteignent leur capacité maximale, que les gens qui sont laissés pour compte ou qui sont encore en recherche de formation ne doivent se diriger que vers des métiers ou des formations dont elles ne veulent plus. C'est pour ça qu'on fait un examen régulier des formations qui ont du succès parce qu'elles sont demandées et qui ont du succès parce qu'elles insèrent dans l'emploi.
Hein, dans les 4 ans que je viens de passer, 4 ans et demi que je viens de passer comme ministre de l'Emploi et de la Formation, on a constamment vérifié le taux d'insertion en emploi des formations et on a supprimé celles où le taux était trop faible, moins de la moitié de ceux qui avaient suivi les formations arrivaient à un emploi, et on a renforcé, on a mis plus de moyens pour celles qui avaient un taux d'insertion le plus élevé, et donc qui correspondent aux évolutions du marché de l'emploi. On forme énormément dans les technologies de l'information et de la communication. On peut apprendre le codage en quelques mois, et très vite commencer à travailler, puis après il faut continuer à se former, parce qu'on n'a pas tout appris en 3-4 mois. On peut se former chauffeur de poids lourd ou chauffeur de bus en 4-5 mois, et on est directement à l'emploi, on peut gagner sa vie, puis après... on peut continuer à faire d'autres choses si on a envie. Puis il y a des formations plus longues, infirmière ou enseignant, c'est des reprises d'études. À chacun de choisir son chemin. Alexandra, tu voulais rebondir sur quelque Oui, chose? je parle tout le temps. Non, c'est super intéressant, moi j'écoute. Mais j'ai vu un petit... Non, j'étais là en train de te regarder. Vas-y. Oui, c'est pour Non, ça. non, juste pour peut-être insister aussi sur prendre le problème à la source, c'est-à-dire déjà au niveau de l'enseignement secondaire et tout ce qui est orientation et formation et aussi lien avec le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Ça permet aussi, moi je sais pas, après mes études secondaires, je savais pas trop quoi faire, etc. Il a fallu m'orienter, me dire voilà, tu vas faire des études. On m'a dit tu devais faire des études aussi. Et je crois que parfois il y a des jeunes qui ont peur de se tromper de vie, et il y a parfois des jeunes qui font des études et arrivent sur le marché de l'emploi et se rendent compte que c'est pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu de stage, parce qu'ils n'ont rien eu avant et aucun contact avec les entreprises. Et ça peut créer honnêtement beaucoup de maladies, des burn-out, des gens qui sont pas heureux, et alors des gens peut-être qui abandonnent un parcours. Et en fait, si on ne prend pas ce problème à la source avec cette orientation et cette formation dès le départ, c'est des gens qui auront peut-être peur même d'aller se former après. Et alors, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, voilà. Donc, on a toujours l'occasion de changer d'orientation. Il existe un mécanisme, si les gens ne savent peut-être pas, quand on est travailleur, il y a le congé éducation payé. Vous avez le droit de réclamer de votre employeur qui vous libère une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine pour vous former dans ce qui vous plaît. Vous pouvez être informaticien et dire « je veux devenir fleuriste ». On dirait que j'aime bien ce métier-là. Oui, par exemple, fleuriste revient beaucoup. Faire autre chose. Hein, ou je veux être chauffeur de bus. Mais alors, vous avez le droit de prendre un certain temps sur votre temps de travail. Votre patron doit vous le donner. Et il y a un remboursement par l'autorité des heures que le patron n'a pas obtenues comme heure de travail. Mais vous avez le droit de vous former autre chose, dans ce qui vous plaît, soit pour votre hobby, soit pour faire un autre métier. Et les chercheurs d'emploi qui sont inscrits chez Acteris et qui sont indemnisés ont le droit de ne plus être contrôlés s'ils décident de reprendre des études dans un métier en pénurie. Donc les exemples que j'ai cités, informaticien, infirmière, chauffeur de poids lourd, enseignant, si vous décidez de reprendre des études, et ça peut durer 4 ans, vous conservez l'allocation de chômage aussi longtemps que vous faites des études, vers un métier en pénurie. Donc c'est un soutien très fort à la réorientation ou l'orientation vers les métiers en pénurie. Alors on a une autre question de questions, Anonyme88 qui est au taquet et oui. qui a apparemment des chiffres avec lui. Donc vous évoquez le burn-out à raison. Aujourd'hui, FEDRIS, l'Agence fédérale des risques professionnels, a lancé un projet test. En réalité, il est lancé depuis 2 ans. Quel est le bilan de ce test ? Comment, en tant que ministre, vous pouvez travailler avec FEDRIS pour travailler ensemble sur ce sujet essentiel ? Donc je n'ai pas de chiffres comme ça à lui donner, mais la région bruxelloise a signé un accord de coopération. Je l'ai signé avec M. Van den Broek, ministre de la Santé, pour que nos administrations, ministère de la Santé qui gère les personnes qui sont en maladie, invalidité, etc., et Acteris travaillent ensemble. Le ministère de la Santé et le médecin conseil va contacter ces personnes-là, vérifier s'ils sont employables dans autre chose que ce en quoi ils avaient une fragilité. Et alors, Acteris assurera un accompagnement sur mesure en fonction des besoins et des demandes de la personne. Hein? Vous êtes blessé parce que dans votre emploi, je sais pas, vous avez perdu un doigt ou je sais pas, j'imagine rien de triste, mais ou quelque chose. Hein, vous êtes mal au dos, vous pouvez plus porter des lourdes choses. Peut-être que vous êtes prêt à faire un autre métier. Et dans ce cas-là, on peut vous donner la formation pour ce métier-là et vous remettre à l'emploi. Et ça peut être un emploi à temps partiel si les circonstances l'imposent. Mais au moins retrouver une activité, retrouver à la fois la dignité, le plaisir de travailler, les contacts sociaux que ça travaille, regagner sa vie soi-même, peut-être avoir un peu plus que l'allocation qu'on a. Donc tout ça, c'est un chemin positif pour ceux qui souhaitent retrouver un travail et qui sont dans les conditions pour retrouver un travail. Je n'ai pas de chiffres à lui donner, mais si j'interroge dans l'administration, on aura des chiffres.
Et je voulais juste vous poser une question pour suivre dans le burn-out, pour peut-être prendre un peu plus de recul et se demander si le burn-out ne peut pas être lié aussi au rythme de production et à la compétition qui existe entre entreprises. On pense à certaines industries comme celle du jeu vidéo qui poussent des travailleurs assez peu rémunérés à faire des heures en plus de ce qu'ils devraient faire et qui ont des rythmes très intenses qui sont liés à la compétition entre entreprises, la compétition internationale. Est-ce que aussi pour ne pas supprimer à la source ces problèmes de burn-out, c'est pas envisager des semaines de travail plus courtes ou une réduction du temps de travail, soit sur la vie avec une pension plus basse ou avec la semaine de 32 heures par exemple, dont on parle beaucoup? Alors, je crois que si on regarde un peu l'histoire, je ne suis pas certain que les conditions de travail étaient toutes meilleures il y a 25 ans, il y a 50 ans, il y a 75 ans. La pression au travail, je pense, était plus forte dans le passé qu'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on a une plus grande reconnaissance qu'on l'avait auparavant de troubles tels que le burn-out. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance médicale de cela. Auparavant, on ne le reconnaissait pas. Et alors, soit les gens démissionnaient, soit ils avaient un vrai accident du travail plus grave, parce qu'on ne traitait pas la chose. Oui, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on le reconnaisse aujourd'hui, et sans doute qu'il y a des causes qui peuvent dépendre de telle ou telle entreprise. Parfois, la pression du patron, de l'organisation est trop forte, le stress au travail peut être trop fort. Et c'est à chaque organisation de travail de voir comment elle peut assurer le bien-être de ses propres travailleurs. Très franchement, un patron qui ne comprend pas qu'il a constamment, ou des gens qui démissionnent tout le temps et qu'il faut réengager, à un moment, il y a un problème dans sa boîte. Donc, il doit y avoir, à un moment, là, un dialogue social avec les syndicats qui doit dire « halte là, c'est pas possible, ça reste comme ça, il faut repenser le travail autrement ». Alors, la question plus vaste que vous dites, c'est est-ce que nous pouvons, dans une perspective historique, travailler mieux au fur et à mesure que nous avons une augmentation de notre niveau de vie, et depuis un siècle, on a une augmentation permanente de niveau de vie, la croissance économique, une croissance de la productivité. Nous utilisons celle-ci, à la fois pour augmenter le pouvoir d'achat, les salaires sont plus élevés, on consomme plus de choses aujourd'hui qu'avant, mais aussi nous réduisons le temps de travail progressivement. Donc c'est une des manières par laquelle nous profitons, entre guillemets, de la croissance économique. Oui. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui organisent un travail, certaines en 4 jours semaine, d'autres avec des aménagements qui sont propres à chaque entreprise. Alors ça ne va pas dans tout au même rythme, les pressions des unes ne sont pas les autres, ceux qui sont en concurrence sont plus stressés que d'autres, mais voilà. Et donc pour vous, cette amélioration, cette réduction du temps de travail, devrait être laissée à l'initiative de l'entreprise et ça ne doit pas forcément venir du pouvoir politique en lui-même? Je pense que, en tout cas, la proposition qui a été faite par certains de passer de manière brutale de 36 heures aujourd'hui à 32 heures va créer un choc économique qui ne va pas être tenable pour le pays. La France, je vous parle du siècle précédent, Madame Aubry, à la fin des années 90, a fait une réduction brutale du temps de travail en France avec les mêmes arguments pour améliorer le climat de travail des ouvriers, et ça a été un choc terrible. La France a eu une perte de croissance, une perte d'emploi, et donc un choc comme ça va détruire les emplois. Et la France a du mal à s'en remettre en termes de capacité de production, de croissance économique. Par contre, que nous travaillons, la société, entreprise par entreprise, secteur par secteur, type de travail par travail, à réduire durablement et tendanciellement le temps de travail, c'est le sens de l'histoire et c'est ce que nous devons faire, bien évidemment, mais pas de manière brutale. Après, c'est aussi le temps de travail, c'est une chose, mais c'est aussi la manière dont on gère une entreprise, en fait. T'auras beau faire... moi, j'ai plein d'amis, par exemple, qui font un 4/5e, mais en fait, on leur demande de faire un plein temps. Et si t'as pas une vraie sensibilisation. Bravo, Gustave, il casse le plateau. Voilà. J'avais le pied trop proche. Pourquoi pas quand Bernard parle aussi? Est-ce que les conditions de travail... Non, oui, voilà, c'est ça. Non, en gros, si tu sensibilises pas le management, donc les gens qui gèrent l'entreprise, au fait que, la qualité de travail et la manière dont ils gèrent le temps de leur équipe et tout est importante, tu peux arriver nulle part. Tu auras beau leur donner moins de temps de travail, si tu leur donnes la même charge de travail, ça ira pas. Donc en fait, c'est le temps de travail, je suis d'accord avec Bernard, c'est un débat et c'est plutôt un débat dans le temps. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre que les chefs d'entreprise soient au courant que en fait, même c'est dans leur intérêt d'avoir des employés qui sont heureux de venir au travail, etc. Mais je trouve que c'est plus une histoire de gestion qu'une histoire de temps en soi. Et Chloé fait la remarque dans le chat, pourtant la semaine de 4 jours se passe bien dans d'autres pays, par l'interrogation.
En tout cas, en ça, Belgique, j'aimerais il y a bien. une loi qui a passé qui permet aux entreprises de tester la semaine de 4 jours. Ça n'a pas beaucoup de On succès. revient. Voilà, On ça n'a revient pas de beaucoup tester, de on succès. Donc, je ne dis pas que c'est mal que cette loi soit là. Ceux qui peuvent le faire, tant mieux. Mais peut-être pas de manière brutale. Il faut laisser chaque organisation s'organiser et profiter de. Certains sont capables de faire, pas d'autres. J'étais un peu, entre guillemets, rassurant sur le fait qu'on améliore durablement les conditions de travail. Ça n'empêche qu'il y a parfois des situations difficiles. Aujourd'hui, dans l'hôpital, les infirmières, par exemple, en raison de diverses tendances dans l'organisation du travail, le raccourcissement des périodes d'hospitalisation fait que sur un délai plus court, plus de soins doivent être donnés. C'est très préoccupant aujourd'hui pour les infirmières. Et là, il faut s'interroger sur comment organise-t-on les soins, est-ce qu'il faut rajouter d'autres personnels, etc. Donc, moi, je ne dis La pas que gestion. tout va bien nécessairement. Et il y a sûrement quelques exemples et d'endroits où le travail est très mal organisé, il est très stressant, et c'est insupportable, et ça doit être corrigé. C'est vrai que c'est très. Pardon. Non, non, Vas-y, non, excuse-moi. c'est aussi dans les. Il faut faire attention aux petites structures aussi, où il n'y a pas spécialement RH, etc., où il n'y a pas des trucs. Ouais. Et ça, c'est un peu, ça peut être un peu compliqué aussi à bien discerner qu'il y a des soucis, parce qu'il n'y a personne à qui s'adresser, et il y en a plein de petites entreprises, etc. Donc, c'est pas que les grosses boîtes où il y a un syndicat, etc., auquel il faut faire attention, quoi. Je pense qu'il y a Maxence qui veut te dire quelque chose, mais... Alors, Ton micro est allumé. alors, on vérifie peut-être petit souci technique, Oui. ou alors est-ce qu'il y a encore des piles dans le micro d'Augustin? Alors, en attendant que... Ah oui, il n'y a plus de piles. Bon, Augustin, règle ton problème, je continue. J'aurais alors le temps file et je pensais pas qu'on passerait autant de temps sur l'emploi, mais j'aurais peut-être une dernière question. C'est sur l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un gros axe dans votre programme. Et il y a, je pense notamment à toi Alexandra, mais je vous laisse vous répartir la réponse ou pas. Il y a un point qui voudrait favoriser l'entrepreneuriat, notamment chez les femmes. Mhm. La question, c'est déjà l'entrepreneuriat, ça fait peur. C'est une grande aventure où on doit avoir les moyens, où on doit être accompagné. Et comment est-ce que on va pouvoir, comment dire, qu'est-ce qu'on dit en fait aux femmes pour les convaincre d'aller vers le monde de l'entrepreneuriat? Comment on leur dit que c'est aussi pour elles? C'est vrai que c'est une vraie question dans la mesure où on voit qu'il y a beaucoup... J'ai pas de statistiques, j'ai pas de chiffres. Je te le disais même avant l'émission que je vais pas me mettre dans les chiffres. Mais généralement, ça va être des hommes qui vont plutôt se tourner vers l'entrepreneuriat. Alors on peut dire que c'est des histoires de culture, caractère, etc. Peut-être, je crois qu'il y a quand même beaucoup de freins pour une femme au-delà, même pour son emploi en fait. Voilà, si elle a des enfants, etc. On a encore la charge mentale, faut pas l'oublier. Donc il faut aussi prendre ça en compte, tant dans des métiers, je dirais plus traditionnels avec un employeur et tout, mais dans l'entrepreneuriat, il faut donner ce push en premier en disant voilà, on peut entourer, te mettre les conditions nécessaires pour que toi, femme, avec tout ce que ça implique de charge mentale, etc., tu puisses mener à bien ceci. Mais je suis sûre que Bernard peut me compléter avec ses propositions phares. Non, tu as très bien commencé la question. La première chose que tu as dit, se lancer comme entrepreneur, ça fait peur. Eh bien, c'est ça. Ça fait peur. Et pourquoi avoir peur? C'est ça le problème. C'est d'abord le schéma mental. Parce que c'est risqué. Parce que c'est risqué, oui, mais accepter un emploi dans une entreprise où on a peut-être des mauvaises conditions de travail, ça peut être risqué aussi. Donc, plein de choses sont risquées dans la vie. Justement, il faut ne plus avoir peur de... Il y a plein de gens qui s'installent comme indépendants, des jeunes qui ont des idées, qui créent leurs trucs. Alors, évidemment, c'est peut-être pas toujours spontané, parce que justement, nous avons une société où on a expliqué que ça faisait peur, que c'était dangereux ou qu'on risquait de perdre de l'argent. Non, les gens qui sont indépendants sont globalement, généralement, satisfaits de leur métier. Je ne dis pas tout le monde, il y a toujours peut-être un qui se pète la gueule, ça arrive, mais il y a des salariés qui font le mauvais choix, une mauvaise entreprise, une mauvaise expérience, ils ont un burn-out, ils ont du mal à s'en remettre. Il y a aussi des salariés qui ont une mauvaise expérience dans la vie. Donc on ne dit pas, ça fait peur d'être salarié ou d'accepter de travailler dans une grande entreprise internationale. Non. Donc arrêtons d'avoir peur. Donc nous disons que dès l'école, on doit expliquer aux jeunes ce que c'est le monde de l'entreprise, salarié ou entrepreneuriat. On doit encourager un statut qui est le statut d'étudiant entrepreneur, qui existe en Belgique avec un statut fiscal et social très protégé, qui permet, pendant qu'on est étudiant, de déjà, entre guillemets, lancer un petit business, une petite entreprise, se tester, c'est très protégé. Actuellement, très peu de francophones le font. À 80%, c'est des flamands qui le font.
peut-être qui a un mind plus orienté entreprise du côté de la Flandre. Peut-être aussi des conditions d'études un peu différentes, avec beaucoup d'étudiants, notamment côté bruxellois et wallon, qui doivent travailler en plus à côté des études, qui laissent peu de place à côté pour monter une entreprise. Peut-être c'est des histoires de perspective aussi. Oui, je ne suis pas certain que ce soit la seule explication. Je crois que c'est surtout le fait que chez les francophones, on a un peu trop le sentiment que c'est dangereux, c'est compliqué, etc. Alors que les jeunes portent des idées créatives, modernes, que la société n'a pas encore, et c'est justement eux qui peuvent tester quelque chose. Et il y a des tonnes de coaching, d'accompagnement. On peut être accompagné pendant qu'on crée son entreprise. On a à Bruxelles un mécanisme qui s'appelle des coopératives d'activités où en fait on est coaché, on vous aide à faire un plan d'affaires, etc. Et vous pouvez commencer une activité économique dans le cadre de cette société qui vous accompagne. Et vous n'en sortez que lorsque votre entreprise fonctionne, est rentable. Donc vous êtes protégé et accompagné aussi longtemps qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour démarrer votre entreprise. Voilà, donc c'est vraiment un état d'esprit. Et donc nous voulons que dès l'école, à l'université ou en haute école, on encourage les gens à se lancer comme entrepreneurs. Est-ce qu'on prend la dernière question du chat, qui me paraît ma foi très intéressante, même on si on est passe un beaucoup peu... trop de temps sur ce sujet. On prend une dernière question. Je suis désolée, on n'a pas le temps de prendre toutes les questions et toutes les remarques du chat, même si elles sont très pertinentes. On va en prendre une dernière avant de passer à un autre thème. Donc là, c'était vraiment la question de Chloé qui dit quel type d'entrepreneuriat est soutenu par Défi, de quelle manière les femmes entrepreneurs ont aussi tendance à entreprendre dans le domaine social. Je suis notamment dans ce cas. Domaine très important à mon sens, mais peu soutenu car non voué à faire du profit au premier plan. Donc voilà, quel type d'entrepreneuriat à mettre en avant en priorité? Est-ce que Défi a des axes de réflexion à ce niveau-là? Alors on a bien dit entrepreneuriat dans ce sens large. Entreprendre une activité à caractère social, c'est aussi prendre des risques. Mais c'est aussi développer un projet qui est propre, qu'on peut maîtriser soi-même, qu'on peut conduire soi-même, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Donc il y a les mêmes avantages et les mêmes risques, entre guillemets, qu'on fasse un projet, une ASBL, qu'une entreprise à caractère profit rémunérateur. Bien entendu, tout le monde doit vivre. Donc, si on passe tout son temps à faire une activité qui ne vous rémunère pas, il faut savoir de quoi on vit. On doit tous, entre guillemets, gagner sa vie pour payer son loyer, ses courses, ses vacances et tout ce que l'on veut. Donc, il faut se mettre dans ce cadre de cette économie de marché. Mais nous ne limitons pas cette envie d'entreprendre aux seules entreprises, entre guillemets, qui ont une vocation à faire du profit. Oui, mais il faut le faire quand même. Oui, pardon. Non, je croyais que tu avais terminé. Cela dit, je crois qu'on est aussi en train de sortir de l'idée de toujours le profit. Et de plus en plus, on met en avant d'autres façons de vivre une vie professionnelle. Et le domaine social en est, je crois, fait pleinement partie de la société et beaucoup plus soutenu qu'à une certaine époque. Eh bien, merci. Et le chat a été super réactif sur ce sujet-là. Ça intéresse beaucoup. Mais on a encore plein de questions et plein d'autres thèmes à aborder. Il y en a notamment un. Alors, ça nous a étonné avec Augustin quand on a lu le programme. Le premier axe de Défi, c'est sur la réforme de l'État. Je ne pense pas que j'ai la... Si. J'ai l'intitulé « Une réforme de l'État dite rationnelle », selon Défi. Donc, la question, c'est... Une réforme de l'État façon Défi, ça donne quoi? Eh bien, c'est le premier axe parce que c'est celui qu'on a écrit le plus longtemps possible. Il y a 3-4 ans, lorsqu'on était en cours dans des débats institutionnels. C'est pas forcément dans l'ordre d'importance? On n'a pas rechangé l'ordre au fur et à mesure de l'écriture des textes, mais voilà. C'est que le Parlement vient d'arrêter ses activités, en annonçant qu'ils étaient prêts, encore une fois, à réformer l'État. L'article 195 de la Constitution permettrait de réformer l'État et au soir des élections d'avoir tous les partis qui viennent et en 2-3 nuits ou 2-3 mois de discussion nous faire un nouveau truc qui dépend des rapports de force des uns et des autres et de celui qui a une grande gueule ou celui qui est un meilleur juriste, je n'en sais rien. Ça, c'est pas une manière rationnelle de réformer l'État. Et ce que nous disons, c'est qu'en Belgique, avec nos 6 réformes de l'État, on a construit quelque chose auquel plus grand monde ne comprend rien. Même nous, les politiques de métier, entre guillemets, on n'y comprend plus rien. C'est compliqué, c'est alambiqué, c'est pas rationnel. Allez, l'exemple plus frappant, c'est nos 9 ministres de la Santé. Oui. Tout le monde en rit. Ouais. Et le Covid a été le test grandeur nature de ce que certains ont imaginé en chambre en pensant que tout irait bien. Le jour où il y a une crise, c'est la cata. Moi, je suis compétent, on a rigolé tout à l'heure aussi, pour les allocations familiales.
Il y a un jour certains qui ont dit « Ah, nous voulons que les allocations familiales fédérales soient éclatées en morceaux parce que la Flandre voulait son petit truc. » Donc on a 3 systèmes d'allocations familiales en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. C'est débile, on avait une administration nationale qui le faisait et qui versait les allocations à tous les parents pour les enfants. Maintenant on a 3 administrations différentes avec des régimes différents et quand on déménage d'une région à l'autre, le régime... Qu'est-ce que c'est compliqué, ça sert franchement à rien. Et c'est trop, à Bruxelles, c'est spécialement coûteux sur une petite région. Enfin voilà, 2 exemples simples, je pourrais en donner des tonnes d'exemples. On n'a pas fait un État qui soit rationnel. Nous voudrions qu'il y ait une évaluation par des scientifiques, par des politologues du système, qui puissent pointer en dehors du jeu politique et politicien, là où on devrait remettre les choses en ordre. Et nous pensons par exemple que les soins de santé devraient retourner au fédéral. Nous pensons que la politique de l'environnement devrait remonter au fédéral. Regardez le ridicule de la Belgique qui va négocier des accords européens, mais parce que la Flandre et la Wallonie ne sont pas mis d'accord, la Belgique doit se taire, elle n'a pas de position sur l'environnement, alors que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Donc voilà, on veut plus de petits jeux politiques, on veut qu'on travaille un peu intelligemment, et on ne manque pas de gens intelligents en Belgique, peut-être qu'ils ne sont pas tous en politique. Et en fait, on est souvent victime de cette lasagne institutionnelle, comme on dit. Enfin, par exemple, on voit là avec les problèmes de sécurité à Bruxelles. En fait, on est dans un truc où il n'y a personne qui arrive à prendre des décisions et on se retrouve comme ça avec un trafic de drogue qui augmente et c'est plus possible. Et puis pour revenir aussi à tout ce qui est nature, etc., on parle ici quand même de la jeunesse, etc. C'est quand même fondamental et on se retrouve effectivement à aller... Mais ça peut être au COP, on se moque de nous. On est là arrivé, on a une délégation de 100 à arriver, mais pas prendre une décision sur un texte. Et puis là, on a la loi de la restauration de la nature, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est quand même un texte vachement important qui peut vraiment... Voilà, c'est qui est à la présidence pour l'instant, c'est la présidence belge. Ouais. Et clairement, ce qui est dit, c'est que ça bloque parce que la Hongrie, le machin, etc. Mais ce qui bloque aussi, c'est que nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, on handicape quand même tous les pays européens dans notre truc, quoi. Alors qu'historiquement, la Belgique est un pays moteur de la construction européenne. Là, on a besoin de règles européennes pour aller plus loin. Là, vous parlez d'évaluation pour voir un peu comment on rationalise ça. Enfin, moi, l'impression que j'ai eue en lisant le programme, c'était vraiment une refédéralisation de beaucoup de compétences. J'ai pris 2 exemples très clairs. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples où c'est pas dans ce chemin-là qu'il faut aller, ou alors est-ce que vraiment redonner beaucoup plus de compétences et de pouvoir au fédéral, c'est vraiment l'axe que vous voulez défendre? En tout cas, nous avons identifié, mais comme on ne veut pas que les politiques nécessairement fixent le cadre, on est prêt à ce que de manière objective, un peu détachée, des politologues, des juristes puissent regarder ça, des administrations puissent regarder ça et dire voilà, là on a un bug, il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas très coordonné. Je vais encore prendre un exemple dans mes compétences dans l'emploi. Auparavant, l'accompagnement des chômeurs dépendait de l'ONEM national. On l'a coupé en 3 morceaux. Il y a maintenant chacune des régions qui fait sa politique d'accompagnement des chômeurs. Je pense qu'on le fait de bonne manière, le taux d'emploi augmente, le taux de chômage diminue, c'est très bien. Mais je passe une partie de mon temps à négocier et signer des accords de coopération entre Actiris et le VDAB, entre Actiris et le Forum, pour s'échanger de l'information, pour partager... Quand c'était national, on ne passait pas son temps à faire tout ça. Et donc on perd une énergie à essayer de reconstruire des choses qu'on a coupées en petits morceaux. Voilà. Donc nous, on pense qu'il faut un peu regarder ça avec un peu d'objectivité, un peu de distance, pour reconstruire un État qui fonctionne et qui ne soit pas bloqué sur les quelques sujets qu'on a traités. Et dans le chat, il y a Claytos Bright qui est plutôt d'accord, qui dit « Mais pourquoi autant de réformes de l'État? Nous, la Belgique, point. » Oui, enfin, on voit aussi le contexte politique en Belgique. On sait très bien qu'il y a une vision politique très à droite en Flandre, beaucoup plus à gauche en Wallonie. Bruxelles est un peu au milieu... l'enfant du divorce, comme certains l'ont appelé. Et très souvent, c'est à Bruxelles que les choses sont les plus mal construites parce que les Flamands et les Wallons s'entendent sur 2-3 trucs et puis à Bruxelles, ça ne marche pas vraiment, mais on le fait quand même. Mais il y a une volonté en Flandre d'indépendance, aussi parce que, sans doute, on ne se parle pas assez, on ne se comprend pas assez. Quand la Flandre dit sans cesse nous travaillons beaucoup et donc nous payons beaucoup d'impôts et nous avons peu de chômage et donc c'est un peu embêtant qu'il y ait un chômage qui est plus structurel en Wallonie et à Bruxelles, c'est vrai, on doit être plus efficace, pas seulement pour faire plaisir aux Flamands,
Surtout d'abord parce que des gens qui sont au chômage, c'est pas une manière de construire son bonheur. On doit être capable d'aider les gens à trouver du boulot. Il ne manque pas d'intelligence et j'espère d'esprit d'entreprendre en Wallonie et à Bruxelles. Donc je suis content que le chômage baisse à Bruxelles, que le taux d'emploi augmente, mais on doit aller plus loin et viser le presque plein emploi à Bruxelles dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et aussi, il y a quand même beaucoup d'électoralisme là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quand même des partis NVA, Vlaams Belang, c'est leur moteur à chaque élection. Ils arrivent, ils disent on va réformer l'État, on va donner plus de pouvoir aux régions, etc. Et en fait, c'est plutôt du positionnement et on n'est pas sûr qu'en fait derrière il y ait les bonnes raisons, c'est-à-dire avoir un État quand même un peu plus fort qui empêche les dérives dont on a parlé juste avant, quoi. Moi, je trouvais que c'était une bonne transition pour s'attaquer un peu à ce qui a fait la grande histoire et l'origine même de Défi, qui avant, on l'a mentionné au tout début, s'appelait le FDF, le Front démocratique des francophones, puisque vous venez de parler des différences qu'il y a entre néerlandophones et francophones. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué, nous, quand on a lu le programme, c'était que figurait en bonne place et revenait régulièrement dans vos propositions, cette idée que la francophonie était... peut-être pas menacée, mais en tout cas était sujette à être de temps en temps amoindrie. Je voulais qu'on revienne un peu sur cette histoire, puisque, assez naïvement, une question un peu naïve, c'est est-ce que cette défense de la francophonie est encore d'actualité aujourd'hui ? Je pense qu'elle est toujours d'actualité sur beaucoup de choses. Justement, c'est pour avoir quelques exemples où, par exemple, la francophonie est menacée, en danger, discriminée. Les règles que l'État national dans le rapport de force francophone-flamand a imposé sur le fonctionnement de la région bruxelloise crée des dysfonctionnements, crée des structures institutionnelles lourdes et compliquées. On se plaint que Bruxelles est lourd et compliqué parce qu'aux élections régionales, on va élire des élus régionaux qui seront membres d'un conseil communautaire francophone, d'une assemblée communautaire commune, du conseil d'agglomération. Une chatte ne retrouvait pas ses chatons tellement c'est compliqué à organiser. Il y a 3 budgets différents. C'est très très compliqué. Il faut absolument élire 72 francophones, 19 flamands. Le gouvernement doit être composé de 8 ministres, 5 francophones, 3 flamands. Tout ça a une complexité sans nom. Mais c'est la Flandre qui a imposé ce truc-là. On aurait pu faire une ville-région avec une institution qui fonctionne simplement comme une commune. Un conseil communal, un collège, un conseil ministériel, simple, sans couper tout en petits morceaux. C'est la Flandre qui a imposé un système compliqué comme ça. De la même manière, elle a imposé qu'il y ait 30% de fonctionnaires néerlandophones dans l'administration régionale bruxelloise pour servir une population qui est 10-12% néerlandophone. Ça veut dire que les francophones ne peuvent pas, entre guillemets, occuper les postes qu'ils devraient pouvoir occuper dans la fonction publique. Dans les communes, c'est le même type de difficulté. Le fait qu'on découpe tout de manière communautaire à Bruxelles complique terriblement le fonctionnement et nous rend, en partie, plus inefficace, c'est plus lourd comme fonctionnement. On est déjà des 3 régions la plus pauvre. C'est logique aussi, puisqu'il y a moins d'espace pour développer l'industrie, etc. Pas seulement, les centres urbains sont riches en Europe. Le centre de Londres est riche, le centre de Paris est riche, même sur un territoire ridicule par rapport au pays, tout petit par rapport au pays. Donc on pourrait, dans les centres urbains, avoir de la richesse. Les grandes multinationales, les sièges sociaux d'entreprises se mettent au centre. Donc la centre-ville attire souvent de l'activité économique et permet de la prospérité. Or, à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Donc on est la plus pauvre des 3 régions et on est celle qui avons des contraintes de fonctionnement qui rend le fonctionnement de Bruxelles plus complexe, moins souple, moins efficace et plus coûteux. Voilà des choses sur lesquelles on aimerait bien simplifier l'institution bruxelloise. On voudrait fusionner tous ces parlements, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de ministres, avoir des cabinets plus petits, réduire le nombre d'administrations diverses qu'il y a à Bruxelles. Et de chaque fois qu'on fait l'administration à Bruxelles, il faut un directeur et un directeur adjoint qui ont des rôles linguistiques différents. En Flandre et Wallonie, quand il y a une administration, il y a un directeur. À Bruxelles, il y en a 2. Tout de suite, il y en a 2. Tout ça, ça coûte plus cher. Ils se tapent parfois dessus. Je ne raconte pas toutes les complexités qu'il y a au quotidien dans le fonctionnement de la région. Une région plus simple, plus efficace, ça ferait, je crois, du bien. Alors, je remercie le nouveau follow de Mussan. Bienvenue sur d'office. Et je vais lire les questions de Anonyme88. J'ai l'impression qu'on a un 3e journaliste sur le plateau avec nous ce soir. Qui a bien préparé les dossiers, j'ai l'impression. Les questions sont taquées. Votre président de parti, donc François de Smet, évoque des réflexions pour faire face à un éventuel blocage au lendemain des élections en raison du score de la NVA. Qu'est-ce que cela signifie et quelles sont les pistes étudiées ?
Alors, est-ce qu'il pose la question au niveau fédéral ou est-ce qu'il pose la question au niveau bruxellois? Je vais répondre à Bruxelles parce que Bruxelles, c'est assez simple. Dans les institutions compliquées que nous avons aujourd'hui, À Bruxelles. et tant qu'elles ne sont pas changées, on peut mettre en place un gouvernement, des ministres francophones et des ministres flamands de manière distincte. Et puis après, ils devront s'arranger pour gérer Bruxelles. Donc si la NVA et le Vlaams Belang sont assez nombreux pour, entre guillemets, avoir une majorité et bloquer le côté flamand, ils n'ont qu'à se débrouiller pour désigner leurs ministres. Les francophones désigneront leurs ministres et on aura un gouvernement composé de 5 francophones et 3 néerlandophones et on devra au quotidien gérer Bruxelles dans un contexte plus compliqué que si on avait une vraie majorité. Mais ça n'empêche pas de fonctionner. Ce sera plus compliqué, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Au fédéral, c'est plus complexe, puisque si la NVA et le Vlaams Belang ont ensemble une majorité du côté flamand, comme certains sondages l'indiquent, ils pourraient décider de s'allier du côté flamand et bloquer toute négociation avec les francophones. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le jeu très compliqué de M. De Wever qui dit je viendrai bien négocier avec vous, mais si vous me donnez tout ce que je veux pour le nationalisme flamand, parce que je vais devoir expliquer au Vlaams Belang que je ne les prends pas. Écoutez, on verra le soir des élections quels sont les rapports de force. Ce n'est pas la première fois qu'on a mis en place une majorité fédérale avec une minorité d'élus flamands. Les Flamands raisonnables qui ont accepté de travailler avec les francophones, c'était le cas maintenant, c'est pour ça qu'ils sont 40% seulement du côté flamand, les Flamands du gouvernement actuel. Donc ça a permis de fonctionner quand même, c'est pas impossible, mais ce qui compte, c'est que le gouvernement ait des résultats tangibles sur ce qui fâche les citoyens, et notamment les citoyens néerlandophones, pour qu'ils arrêtent de voter pour les extrêmes. Mais du côté francophone aussi, on vote pour d'autres extrêmes de l'autre côté. C'est aussi parce que les politiques ne sont pas assez efficaces et ne répondent pas assez aux attentes des citoyens en matière de sécurité, d'emploi, tous les sujets qui intéressent les gens. Mais tu demandais, est-ce que c'est toujours d'actualité en fait de défendre les francophones? Bernard vient de le dire, quoi. Oui. Si la NVA et le Vlaams Belang arrivent au pouvoir comme ça, c'est quand même des partis qui sont profondément anti-francophones, mais pas que. Enfin, le Vlaams Belang, c'est un parti raciste quand même. Oui. C'est des gens qui peuvent bloquer notre pays. Complètement. Et donc, c'est ça aussi, nous, qu'on dit, c'est l'actualité, c'est maintenant, il faut absolument défendre cette minorité que sont les francophones dans le chat. Je pense donc que tu as répondu à la question de Claytos. Donc, des filles prêts à accepter l'extrême droite. Apparemment, c'est l'inverse. Prêt à accepter? Ben non, on n'est pas prêt à accepter. Je pense que non, là, c'est... Je crois que c'est assez clair. Je pense que même historiquement, c'était J'ai expliqué que les institutions sont assez solides pour permettre, s'il y avait un blocage flamand, qu'il n'y ait pas une absence de gouvernement. Mais ce gouvernement-là serait hyper compliqué à faire fonctionner, ça c'est très clair. Un gouvernement travaille d'habitude au consensus. S'il devait y avoir le Belang ou le NVA dans un gouvernement bruxellois, parce que les Flamands les auraient désignés d'un côté et les francophones feraient la majorité de l'autre, le gouvernement ne fonctionnera plus au consensus. Ça c'est évident. Il fonctionnera à la majorité. Et ce sera un rapport majorité-opposition, francophone, flamand. Très clair, ce sera un clash. Mais ça permet de fonctionner quand même. Le temps file, je propose de passer au dernier gros thème avant la question finale. On a choisi de faire un focus, mais comme on l'a fait en fait avec tous les partis jusqu'à présent sur le climat, l'environnement en général. Et je vous propose de rester à Bruxelles. Il y a tout un volet qui propose de verdir la ville. Quelles seraient les propositions en ce sens? Oui, moi j'aimerais bien juste d'abord globaliser notre programme parce que je crois que c'est important en matière climatique et je crois qu'on peut, grâce au climat, comprendre ce que DEFI veut. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de pragmatisme comme ça. Donc comment on voit Bruxelles, par exemple, comment on voit la mobilité. Nous, on prône pour tout ce qui est climatique, donc on prône le nucléaire nouvelle génération, du renouvelable, mais aussi de la modération. Et c'est comme ça qu'on essaye d'appliquer les choses à Bruxelles, en fait, d'être dans cette histoire on sait très bien que, par exemple, pour la mobilité, on va devoir quitter tout ce qui est moteur thermique, etc., arrêter d'être dans le tout voiture, etc., parce que c'est clair que pour l'instant, Bruxelles a été pensée comme une ville qui utilise la voiture, et il faudra pourtant essayer de la réduire, mais on sait très bien aussi qu'à côté, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture, des personnes à mobilité réduite,
les personnes avec des enfants, etc. Et donc voilà, c'est pour accompagner. Mais du coup, j'ai complètement oublié ce que vous aviez demandé à la Verdir la ville. Ah oui, rien à voir. Vas-y, Bernard. Biodiversité, climat sur Bruxelles, parce qu'on va faire face de plus en plus à des vagues de chaleur, Oui. et la ville devient de plus en plus Dans ce suffocante. sens-là. Des gens s'en vont à la campagne, des gens ne Tout à fait. veulent plus vivre en ville. Comment est-ce qu'on fait pour que la ville soit à nouveau agréable et vivable et soutenable même Alors très clairement, malgré tout? d'abord, nous, comme tous les partis, on a signé les accords de Paris. Donc, tout le monde est engagé dans le fait de ne pas dépasser 2,5 degrés, et tout le monde doit tendre vers ça. Mais on ne veut pas le faire de manière dogmatique, on le fait de manière pragmatique et concrète, et on voit que dès qu'on le fait de manière dogmatique, il y a énormément de résistance, et ça ne passe pas, et on doit revenir en arrière sur des projets, donc autant le faire étape par étape, en gardant le cap, mais étape par étape, et de manière le plus concertée possible avec les gens. On ne sait pas faire le bonheur des gens contre les gens, il faut le faire avec les gens. Alors, pour verdir la ville, d'abord, ça rappelle des engagements très anciens du FDF à l'époque, où nous étions déjà dans les années 70 et 80. On était le premier parti qui défendions une ville avec la biodiversité en ville, avec des espaces verts, avec une lutte contre la spéculation. Donc c'est très ancré chez nous. Très concrètement, le futur plan d'aménagement urbanistique, qui s'appelle le PRAS, un terme technique, nous sommes désireux qu'il contienne des espaces dans lequel on protège la nature plus strictement qu'on l'a fait par le passé. Il y a des zones de biodiversité, des zones de nature en ville. On ne doit pas nécessairement tout bâtir, on doit indiquer très clairement les zones que l'on va protéger, où, quand et comment. Ça imposera aussi sur les autres zones qu'on puisse permettre plus de densité de construction pour satisfaire les besoins de logement, les besoins d'activité économique. C'est un choix. Si on veut protéger plus d'espace, plus de zones naturelles, on va devoir densifier à certains endroits. Mais on va devoir aussi dédensifier à d'autres endroits. Ce gouvernement-ci avait pris un engagement qu'il n'a pas respecté malheureusement, c'est de créer des îlots de fraîcheur au centre de la ville. On avait négocié sous une vague de chaleur en 2019, on a mis ça dans l'accord, et puis en fait on ne l'a pas assez fait. Le cœur de la ville, le cœur central de la ville, ne contient pas assez d'espace vert. Le centre de Bruxelles. Le centre de Bruxelles, Bruxelles est les premières couronnes, ne contient pas assez d'espace vert. Et là, il faut reconquérir de l'espace, il faut replanter et recréer de l'espace vert. Et il faut que dans tous les programmes de rénovation de quartier, les contrats de quartier, les CRU, enfin c'est des termes techniques, je ne rentre pas là-dedans, il faut qu'on ait une ambition plus grande pour recréer des espaces qui sont semi-naturels, parce qu'ils sont pareils, ils sont plus naturels depuis longtemps, mais qui peuvent progressivement redevenir des lieux de biodiversité. Et moi, à Scarbeck, j'en sais quelque chose, parce que sur le site de la gare Josaphat, qui est à Scarbeck, c'est une ancienne friche industrielle polluée. C'était un des lieux les plus pollués de Bruxelles il y a 20 ans. Il est resté en jachère. On a remis un peu de terre dessus. Et puis les petits oiseaux et le vent ont amené des tonnes de graines et des tonnes de choses. Et aujourd'hui, c'est une zone de grande biodiversité. Donc on sait recréer sur des espaces pollués des zones de biodiversité. Et là aussi, on ne doit pas être dogmatique. Nous sommes pour un partage du site, puisqu'il avait été acquis pour faire et du logement et des activités, un partage du site, une moitié qui va être réservée à une zone de biodiversité beaucoup plus grande qu'auparavant, avec un espace aquatique naturel, un lac, un étang, etc., et des zones vertes, inaccessibles, pas un parc pour se promener, une zone protégée pour la nature, et sur l'autre partie, une zone de construction, parce qu'il faut construire du logement à Bruxelles, parce que le logement est cher, et on ne peut réduire cette cherté qu'en construisant plus de logements, sinon les jeunes et les moins jeunes ne savent plus se loger. Donc il faudra construire du logement, mais en densité suffisante et le plus accessible possible, avec toutes les normes d'isolation pour respecter les objectifs climatiques. Je voulais juste revenir justement sur cette obligation de construire. Je ne vais pas me lancer sur un chiffre, parce que malheureusement c'était il y a longtemps et je ne l'ai plus en tête, mais il y a un grand nombre d'espaces vides à Bruxelles, des locaux inoccupés, des maisons inoccupées aussi. Est-ce que DEFI serait en faveur de pouvoir réquisitionner, c'est peut-être un gros mot, mais de pouvoir réaménager ces espaces vides dans Bruxelles pour en faire des logements, ou pour justement faire en sorte de réduire le prix de l'immobilier dans la ville? Alors, il faut construire beaucoup plus de logements dans les années qui viennent que ce qu'on a fait par le passé. C'est le fait qu'à cause des règles très tatillonnes et très compliquées, on a produit trop peu de logements ces 10 dernières années. Donc ça crée une rareté, et la rareté crée un prix de rareté. Le logement est trop cher à Bruxelles. Donc on ne peut réduire cette cherté qu'en augmentant le nombre de logements construits. Il faut une série de règles qui soient assouplies, parce qu'il y a une série de gens qui sont prêts à investir. Mais il faut assouplir une série de règles, construire parfois un peu plus en hauteur à certains endroits, en densité, pour faire plus de logements. Alors il y a des espaces vides, il y en a un, mais il y a peu d'espaces vides de logements.
parce que vraiment, la pression du logement a fait que beaucoup ont été réoccupés. Il y a toujours quelques bâtiments, mais c'est quelques pourcents du total. Quelques pourcents qui sont vides, c'est parfois le fait qu'un bâtiment, quelqu'un a décédé, il faut 3 ans avant que les enfants le récupèrent. Bon. Donc 2-3%, ce n'est pas un taux anormal. Et nous pensons que le marché spontané, c'est régler ça. Par contre, il y a beaucoup d'espaces vides pour des bureaux. Il y a plusieurs millions de mètres carrés de bureaux aujourd'hui, parce que les bureaux ont besoin de beaucoup moins d'espace. Et donc il y a un vrai enjeu de reconversion des bureaux, avec soit les bâtiments tels qu'ils sont reconvertis en logements, et pour ça il faut faciliter les procédures, accélérer les procédures pour muter ces bâtiments de bureaux en logements. Ce n'est pas toujours possible parce que les hauteurs sous plafond, sous bureau ne sont pas les mêmes que celles qui sont requises pour le logement, pour des logements de qualité. Mais dans ce cas-là, il faut des conditions favorables, facilitées, pour qu'on puisse démolir et reconstruire et faire du logement moderne, isolé, de bonne qualité et le moins cher possible pour qu'il soit accessible et que l'offre de logement fasse baisser les prix. Alors moi, j'aurais une question pour revenir un peu vers le climat. Oui, d'accord. Augustin, tu t'es éloigné. Parce qu'on parlait logement, je me trouve très intéressant. C'est quand même lié oui, bien sûr. Non, mais de la vie. T'inquiète, t'as bien fait, je rigole. En se penchant sur les analyses du Bureau fédéral du plan des différentes propositions des partis, il s'avère qu'en fait, DEFI, en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années, est l'un des moins bons élèves avec l'EMR. Est-ce qu'on reste quand même sur ces propositions-là ? J'en suis très fâché, j'ai lu ça aussi. Je n'ai pas relu l'ensemble des propositions de celles qu'on a remises au bureau du plan. Bien sûr, okay. Parce qu'il faut quand même... Parce qu'on a un engagement très clair sur le climat. Oui. Donc je n'ai pas encore bien relu quel est l'effet technique, entre guillemets, qui a fait que les 10 ou 15 mesures qu'on a prises et qui ont été testées ont cet effet-là sur le climat, alors que notre programme, c'est plein d'autres mesures. Pour expliquer peut-être à nos viewers, donc ce sont les partis qui donne une trentaine, je pense, de mesures au Bureau fédéral du plan qui sont analysées. Et donc, il n'y a évidemment pas tout le programme qui est analysé par le Bureau fédéral du plan. Et donc, les résultats aussi peuvent être biaisés en fonction des propositions qu'on donne à analyse au bureau. Et puis, le bureau du plan, je suis économiste, donc j'ai bien connu ça, fait des modèles économétriques qui tournent, qui sont une série d'équations, mais qui ne savent pas prendre des mesures plus subtiles, qui ne sont pas écrites, on ne sait pas écrire en équation. Donc, tout le programme ne s'est pas rentré dans le modèle du bureau du plan, mais ce qu'ils disent est intéressant et nous fait réfléchir aussi. Parce que peut-être que telle proposition n'est pas parfaitement calibrée, ça peut nous arriver. Il faut reconnaître qu'on fait parfois aussi peut-être des erreurs ou qu'on peut s'améliorer. Il y a un autre gros dossier qui est quand même super important à aborder parce que ça a fait l'actualité de ces dernières semaines, c'est le bien-être animal. Oui. Et Bernard, tu es à l'origine de la proposition du code du bien-être animal à Bruxelles qui a un peu ramé ces dernières semaines. Qui s'est fait bloquer par le PS. Exactement. C'est vrai que c'était un euphémisme ramé. Ils ont les choses. Concrètement, qu'est-ce que ce code changerait en fait ? Alors moi, au départ, je n'étais pas du tout un spécialiste de cette question au bien-être animal, mais j'ai eu ça dans mon portefeuille, avec toutes les petites choses qu'on a racontées tout à l'heure au portefeuille. Et ça m'a en fait passionné, parce qu'en fait, la relation que nous avons, nous humains, avec les animaux qui partagent notre vie quotidienne, les animaux domestiques, ça dit quelque chose de la violence que nous tolérons dans la société. Et si nous ne sommes pas capables de réduire la violence que nous exerçons, sans nous en rendre compte, à l'égard des animaux qui partagent notre vie, nous ne sommes peut-être pas capables de réduire la violence qui s'exerce dans la société entre les êtres humains. Ça dit quelque chose de ça. Notre rapport aux animaux, être sensible, fragile, dont nous maîtrisons le destin, et si on décide qu'on peut les abattre comme ceci, ou ne pas tenir compte de leur sensibilité comme cela, ça dit quelque chose de notre rapport à la violence. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce truc-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un code du bien-être animal, j'ai repris la vieille loi de 1986, on a fait une large consultation publique, on a écouté des citoyens, les groupes de pression, les vétérinaires, les associations actives, toute une série de spécialistes, des zoologues, enfin, plein de choses. On a fait du droit comparé, on allait voir tout ce qu'il y a dans les autres pays, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, dans tous les pays d'Europe, et on essaie de prendre toutes les bonnes idées, et je pense qu'on a déposé un code du bien-être animal qui est le plus moderne et le plus progressiste d'Europe, avec toute une série de dispositions, il y en a une quinzaine. Et concrètement, par exemple alors, le Parlement vient de rattraper une dernière disposition que j'avais mise dans le code, c'était l'interdiction de vente d'animaux vivants sur les marchés, les foires et marchés. Parce que très franchement, les trimballer de marché en marché en espérant que quelqu'un les achète, et alors on fait un achat intempestif, un achat spontané, sans faire attention. Sans réfléchir aux conséquences. Cet animal était bien, mais en fait, j'ai peut-être pas l'espace pour moi, mais on trouvera bien, et puis on ne trouve jamais de solution. Voilà, il y a des choses comme ça. Des choses... Avec Augustin, on a vu créer un cimetière pour animaux.
Alors ça va être créé. Non, ça c'est pas. Alors ce n'est pas. C'est pas dans le code. C'est pas dans le code. Ah, c'est peut-être une autre Non, c'est pas dans le proposition, code. pardon. Par contre, dans le code, ce que j'ai proposé, et la Wallonie a déjà copié l'idée. Enfin, c'est bien la preuve, c'est une bonne idée. La Wallonie vient de dire que dans les cimetières, alors c'est pas fondamental pour les animaux, mais ça, les gens qui ont un animal de compagnie, parfois, souhaiteraient que l'animal de compagnie soit enterré avec elle dans le cimetière. Donc c'est seulement autorisé que dans les cimetières, quand quelqu'un décède, on puisse rajouter l'urne ou le petit de l'animal de compagnie qu'on a perdu auparavant. Bon, ça n'améliore pas le sort de l'animal, il est déjà mort, ni la personne qui est décédée, mais en tout cas, ça fait plaisir à une série de gens. Voilà, petite mesure comme ça. Mais par exemple, on allait imposer un permis de détention. Qui existe déjà en Wallonie. Qui existe en Wallonie, mais la Wallonie, ils l'ont fait de manière un peu ridicule. Toute personne qui veut un animal doit avoir un permis de détention. Alors il va à la commune, il dit « Ah, je comptais avoir un chien. Très bien, voici. » Boum, un cachet. Et vous avez un papier qui s'appelle permis de détention. On ne vérifie pas, rien du tout. C'est une pure démarche administrative. Ils ont cru bien faire en faisant un permis de détention pour tout. Et qu'est-ce qu'il peut faire quand on n'est pas ce permis ? Vous voulez acheter 2 poules, boum. Alors, il n'y a que les gens qui ont éventuellement été condamnés pour maltraitance animale qui ne recevraient pas le permis. Il y en a beaucoup des gens qui sont condamnés pour maltraitance animale. 0,4%. Autrement dit, on impose une démarche administrative aux communes et aux citoyens, à 99% des citoyens, pour contrôler moins d'1% des gens qui posent problème et qu'il faut contrôler. Donc c'est ridicule de faire cette grande démarche pour viser cela. À Bruxelles, je proposais un permis de détention, d'abord pour les animaux, je veux dire, un peu originaux ou exotiques. On peut détenir chez soi un wallaby. Okay. On peut détenir dans son jardin, si on a un grand jardin, un âne ou un cheval. On peut détenir chez soi, il y a des espèces de lézards, une série d'animaux comme ça qu'on peut détenir. Parce qu'on fait des listes d'animaux qu'on peut et qu'on ne peut pas détenir. On a des listes positives d'animaux qu'on peut détenir, c'est fait par des spécialistes, des zoologues, etc. Et donc des animaux qu'on ne peut pas détenir parce qu'ils sont a aucune condition pour bien les détenir chez soi, mais des animaux qu'on peut détenir et on peut acheter en animalerie, tel lézard, tel caméléon, tel ceci, tel cela. Pour ces animaux un peu spéciaux, je comptais proposer qu'il y ait au moins une vérification, que la personne comprenne l'animal, connaisse l'animal et les informations pour son animal, passer le vétérinaire, etc. Pas encore l'imposer pour des chats, des chiens ou des poules, parce que monsieur et madame tout le monde connaît en général les règles pour ce genre d'animaux. Ces genres de connaissances, on les teste on aurait fait un petit examen, un petit test. Ah, tiens, vous allez acheter un lézard, un tel, décrivez-moi un petit test, on vérifie un peu, mais aussi le permis de détention permet de savoir qui a quel animal. Et donc d'avoir un registre pour ces animaux exotiques ou un peu spéciaux, on sait qui en détient. Et on peut de temps en temps les vérifier s'il est détenu dans de bonnes conditions. Donc on peut anticiper des problèmes qui se posent sinon. Il y a Malaxi qui nous pose une question dans le chat. Est-ce que l'éducation obligatoire des chiens serait une idée ? Parfois, des gens prennent des animaux sans avoir conscience de la charge que cela implique. Très bonne question. Dans le code du bien-être animal que je souhaitais faire passer, que le PS a bloqué pour de méchantes raisons électoralistes et un peu communautaristes, faut-il le rappeler. Que les raisons, c'était pour... dans le code, il n'y avait rien, parce qu'il avait demandé que je le retire, rien sur les conditions d'abattage rituel. Enfin, je ne souhaite pas interdire l'abattage rituel. Je voulais simplement que dans tous les abattages à Bruxelles, à l'abattoir d'Anderlecht, il y ait un étourdissement préalable des animaux. Or, les rites religieux prévoient qu'on ne peut pas, dans un rite religieux, utiliser un animal qui est mort. Mais un animal qui est endormi, on peut. Donc ce que je proposais ne s'attaque pas aux rites religieux. Il permettait justement de concilier le respect des rites religieux qui sont vécus par une partie de la population bruxelloise et les techniques modernes de respect du bien-être animal par un étourdissement préalable. On étourdit l'animal, il est en fait endormi, donc on le tue à ce moment-là, il ne ressent pas la douleur. Si on ne devait pas le tuer, parce que la chaîne d'abattage s'arrête, 2-3 minutes après, il redevient un animal aussi vivant que tous les autres. Donc, voilà, bref. Pour des raisons purement communautaristes, ce truc a été retiré. La question à laquelle je vais répondre... Ah oui, ça, c'était le chien. Je suis là pour ça. C'était sur le chien. Eh bien, le code du bien-être animal prévoit que les autorités bruxelloises vont devoir développer, une fois tous les 5 ans, une fois par législature, un plan chien. Parce que le chien en ville n'est pas géré de manière globale. Et je voulais seulement qu'on réunisse toutes les autorités publiques, la région, les services bien-être animal, les services qui gèrent les espaces verts, les services communaux, parce que les bourgmestres ont des obligations à l'égard des chiens errants, des chiens dangereux, les services communaux qui gèrent les espaces verts, qui gèrent les espaces pour chiens, qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on élabore un plan chien. Comment traitons-nous les différentes questions que posent les chiens en ville ?
Je pense aux espaces de liberté pour chiens. Y en a-t-il assez pour que les chiens puissent gambader et ne pas être enfermés, aboyer, créer des troubles de voisinage? Comment gère-t-on les chiens dangereux ou les chiens qui posent problème? Quels moyens un bourgmestre a à disposition si les voisins se plaignent que tel chien de telle personne mord souvent les enfants à la plaine de jeu? Comment traite-t-on ça? Quelles associations peuvent accompagner cette personne? Peut-on prendre des obligations? Voilà, une stratégie globale de la question des chiens en région bruxelloise, parce que si on veut, il y a près de 100 000 chiens à Bruxelles, 90 000, 95 000 chiens environ, si on veut que les chiens aient une place en ville, il faut l'organiser, le penser de manière globale. Et même chose pour les chats. On a encore une question intéressante dans le chat. Donc là, on revient au permis de détention des animaux. Oui. Est-ce que dans ce permis, quelque chose concerne l'abandon des animaux? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que si on a déjà abandonné un chien ou un chat... Quelque chose qui sanctionnerait les abandons qui sont multiples, surtout au départ en vacances. Alors, le texte de loi fixe les grands principes. Il n'a pas encore fixé tous les détails et il n'a pas décrit les conditions. Ce sera un arrêté qui devrait suivre l'exécution du permis. Mais l'idée du permis, c'est de ne pas l'accorder à quelqu'un qui aurait, par le passé, commis des actes qui auraient été non respectueux du bien-être animal. Et l'abandon en fait partie? Et l'abandon peut en faire partie, tout dépendra des circonstances d'abandon. Si c'est quelqu'un qui arrive des gens qui se sont écrasés par une voiture et sont 3 semaines à l'hôpital et du coup le chien est abandonné, c'est pas de sa faute, il faudra avoir les circonstances. Okay, donc, mais le principe du permis de détention, c'est bien ça, priver du droit de détenir des animaux quelqu'un qui, par le passé, s'est montré coupable d'atteinte aux animaux. Par exemple, on compte mettre quelque chose de très très nouveau dans la loi, de mettre comme infraction la non-assistance à animal en danger. Aujourd'hui, non-assistance à une personne en danger, vous voyez un enfant qui se fait, je sais pas quoi, entraîné par quelqu'un, vous devez réagir, ou une personne âgée se fait taper, vous devez réagir. Et pourquoi est-ce que vous ne devriez rien faire si quelqu'un se met à battre son chien à côté de vous? Vous devez tout autant signaler ça à la police ou à quelqu'un, au gardien de parc, pour intervenir. Voilà. On a un commentaire qui rebondit un peu sur ce que tu disais, Alexandra, juste avant, sur 200 € si l'animal n'est pas pucé, mais les vétérinaires n'en signalent pas aux autorités. Et on revient sur un problème fondamental qui est comment est-ce qu'on recense, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on sait qui abandonne quoi, comme on a la police pour faire les crimes et les délits entre humains. Est-ce qu'il faudrait aussi une police spécialisée pour les animaux pour la police est judiciariser la police est chargée de faire respecter toutes les lois et tous les règlements. Donc la police est aussi chargée de dresser procès-verbal pour des infractions à la loi sur le bien-être animal ou demain au code du bien-être animal dès qu'il sera voté. Et nous avons des contacts avec les polices des 6 zones de Bruxelles. Dans chaque police, il y a un référent bien-être animal qui explique bien les règles à quelques collègues. Donc il y a des policiers qui sont en mesure d'intervenir et quand nous devons faire des saisies parfois sur base de dénonciations ou d'informations que nous avons, il y a des policiers qui peuvent accompagner le service d'inspection au bien-être animal de Bruxelles Environnement pour faire les bonnes et les justes saisies. La question qui était posée, c'est comment recense-t-on, enregistrons-nous les animaux? Donc il est déjà prévu depuis 20 ans qu'on a l'obligation d'enregistrer les chiens. Ça fait 20 ans que ça dure. On a pratiquement tous les chiens qui sont enregistrés. Pour les chats, ça date j'ai oublié maintenant, à moins d'une dizaine d'années, je crois 2012, ou à peine, oui, je crois une dizaine d'années. Donc il y a encore beaucoup de chats qui ne sont pas enregistrés, mais le nombre augmente, de fait parce qu'il y a une menace de sanction. Je ne peux pas transformer votre vétérinaire en auxiliaire de la police. Ah non, si vous devez garder une relation de confiance avec votre vétérinaire, mais il doit vous rappeler qu'il est bon de l'enregistrer. Pourquoi? Parce que si on le perd, on saura vous le retrouver. Votre chat est perdu. Votre chat, il ne connaît pas les limites communales. Hein. Il traverse la commune, il relève d'une autre commune, il a un autre registre. Non, il ne connaît pas. Donc, si vous le retrouvez, ou une brave personne le prend dans la rue, il le ramène chez lui, il le garde pendant une semaine, 3 jours, et puis et déménage. Il le garde pendant 1 an, puis déménage, et puis le chat se... Pour le retrouver, il faut l'enregistrer, c'est votre intérêt. Le temps file et on arrive doucement à la fin de cette interview, mais avant de se laisser, on a quand même un dernier petit thème, une dernière question qu'on pose souvent, parce qu'on est sur Twitch et que ça nous intéresse, les jeunes et la politique. Alors, on est allé fouiller et il y a le soir qui a fait une analyse des électorats des différents partis, et les électeurs de Défi sont qualifiés par le soir... Défi est qualifié par le soir du parti des plus de 55 ans. Donc, la question qu'on avait pour vous ce soir, c'est est-ce qu'il y a une partie du programme qui est quand même plus concentrée sur les jeunes, et comment Défi va chercher les jeunes, va leur parler? Alors, je vais répondre.
Fini Oui, les petites salades, ça. non, oui, mais je comprends parce qu'on a tendance un peu, je trouve, prendre les jeunes pour des imbéciles pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a cette idée que le jeune, il peut qu'enregistrer 10 secondes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Oui, c'est ça, on est tous pareils. Et encore, moi, j'ai 35 ans, c'est pas la même chose, voilà. Mais on a tendance je crois, les partis ont cette tendance à, du coup, être toujours dans le slogan. Donc on est dans des phrases chocs, des choses faciles. Enfin, par exemple, on a le PTB qui a quand même le vent en poupe chez les jeunes. Très bien, parce que la solution à tout, c'est taxer les riches, etc. C'est tous des trucs qu'on comprend rapidement sur un réseau social qui fait une minute d'interview. Nous, effectivement, la difficulté qu'on a, mais je crois que c'est parce que justement on a plus confiance aux jeunes et à leur discernement, c'est qu'effectivement notre message, il est plus modéré et il est plus dans cette nuance. Oui, peut-être qu'on doit prendre 30 secondes de plus pour expliquer notre programme, mais je crois que justement on a tendance à croire que les jeunes se désintéressent à la politique, etc. Mais en fait, c'est pas que les jeunes, mais c'est pas que du désintérêt, c'est aussi du dégoût. Et il y a quand même beaucoup de partis et qui ne sont pas sanctionnés électoralement, qui restent au pouvoir, alors que pourtant, ils ont fait des choses, ils ont piqué dans la caisse, on va dire ce qui est dit, ils n'ont pas bien géré que ce soit une commune, que ce soit un gouvernement, etc. Et ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir l'expliquer aux jeunes, et pas juste dire c'est lui qui a fait ça et pas nous, mais juste expliquer que en fait, quand on ne vous prend pas pour des débiles, et qu'on n'est pas dans des mesures choc, etc., et qu'en fait, on est pour cette bonne gouvernance qui est au-delà du concept est primordiale, et quand on l'explique aux jeunes, et toutes les conséquences, en fait, que quand on met des mauvaises personnes aux mauvais endroits, ce que ça peut avoir, on peut, à mon avis, amener plus d'intérêt, et même de enlever le dégoût de la politique aux jeunes. Mais nous, ce qu'on a remarqué et ce dont on a parlé avec les partis qui sont venus avant vous, c'est que, en général, les plus jeunes sont intéressés par les sujets politiques. Ils le sont moins par la vie politique, les hommes et les femmes politiques, l'organisation, et qu'il y a peut-être aussi une complexité derrière, et il faut retrouver une nouvelle manière de leur parler et de dire que ils sont aussi concernés par ça, et malheureusement, heureusement, il y a un système politique qui dirige tout ça, et que ça marche comme ça, quoi. Et moi, je n'ai pas du tout aimé ce résumé du soir. Donc, c'est vrai que nous avons peut-être un électorat. C'est vrai que nous avons peut-être un électorat qui vieillit, c'est possible. Et pourtant, nous avons plein de jeunes chez nous, plein de jeunes sur nos listes, plein de jeunes dans nos militants. Alors, donc c'est un résumé qui n'explique pas, qui cache, entre guillemets, une partie de la forêt. Alors que nous sommes... Les électeurs, c'est pas les... ils ont distingué les électeurs, et ils ont refait un profil des militants et des gens qui sont engagés sur les listes. Voilà. Et il y avait à peu près moitié-moitié jeunes et plus. D'accord. Et parce que nous sommes en fait un parti qui est moderne, en ce sens que nous sommes un des premiers partis qui étaient pluralistes. On n'est pas arc-bouté sur les vieilles idéologies du passé comme le sont d'autres partis. On a au contraire une vision moderne du monde où les jeunes s'intéressent un peu moins à ce découpage de la société en espèce de vieilles traditions héritées du XVIIIe siècle. On est un parti pluraliste, on est un parti orienté sur des solutions à long terme. Autrement dit, nous sommes ceux qui pensons le plus aux jeunes et pas le nez sur le guidon des élections avec des propositions populistes ou électoralistes à court terme. On reste rien sur long terme. On est soucieux de bonne gouvernance. C'est très fondamental chez nous. La bonne gouvernance, la transparence, l'accès aux informations, le fait que les citoyens peuvent juger et doivent juger les politiques, l'évaluation des politiques pour ne pas conserver des couches de décisions qu'on a prises par le passé et qui continuent à coûter cher. Donc on a toute une série de sujets sur lesquels je pense qu'on est spécialement moderne et spécialement audible par les jeunes qui s'intéressent évidemment à la politique, et peut-être qu'on devrait nous leur parler plus encore. Mais on est content d'être là ce soir. Oui, mais je pense que ça conclut merveilleusement bien cette interview. Un grand merci à vous d'être venu encore une fois. On est ravis, et merci Augustin d'avoir été là. Avec plaisir, moi ça m'a fait du bien d'être de aussi. On a un abonnement, super. Anunator qui est aussi un des vieux de la vieille de d'Office, et merci du soutien depuis longtemps. Merci à vous d'avoir été sur le chat, d'avoir posé plein de questions, c'était super intéressant. On se retrouve sans faute dans 15 jours pour notre dernière interview spéciale élection, et on va se diriger petit à petit vers la fin de la deuxième saison de d'Office déjà. Encore un grand merci, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de ce qu'on fait par la suite, et on se retrouve dans 15 jours sans faute. Alors 15 jours. Au revoir. Merci, au revoir. Vive les jeunes.